Il y a 4 jours, dans les couloirs tendus de l'Élysée, Sébastien Lecornu prenait une décision qui allait ébranler les fondations du pouvoir russe. Personne ne le savait encore. 4 jours plus tard, face à Vladimir Poutine et son sourire glacial caractéristique, tout allait basculer. Pendant des années, le maître du Kremlin avait imposé sa menace brutale sur la politique française en Europe de l'Est. Il regardait les dirigeants occidentaux avec ce même regard, attendant la capitulation habituelle face au chantage russe. Sauf que cette fois, quelque chose a changé. Lecornu s'est levé. Et ce qu'il a dit a paralysé toute la délégation russe. 6 minutes, c'est tout ce que ça a duré. 6 minutes qui ont changé l'équilibre géopolitique entre la Russie et l'Occident. Ce n'était pas un simple échange diplomatique, c'était le moment précis où la France a montré au monde entier qu'elle ne se laisserait plus jamais intimider par Moscou. Paris, le 1er septembre 2025, 22h15, le bureau du Premier ministre est plongé dans une lumière blafarde. Dehors, c'est le chaos. Les manifestations résonnent encore dans les rues, des vitres brisées jonchent les avenues, les sirènes déchirent la nuit. La France, elle est au bord du gouffre. Et Lecornu, lui, il est seul, complètement seul, face à une montagne de dossiers classifiés qui ne fait que grossir heure après heure. Rapport de la DGSE, analyse militaire télégramme urgent en provenance de Varsovie. Tout, absolument tout, converge vers une seule réalité, et elle est terrifiante, la Pologne est en danger imminent. Et c'est là que le téléphone sécurisé sonne. À l'autre bout du fil, Duda, le président polonais en direct depuis Varsovie, et sa voix a trahi une panique mal contenue. « Sébastien, nous avons des mouvements de troupes russes inédits à la frontière biélorusse. Nos services estiment qu'une provocation majeure se prépare dans les 62 heures. L'OTAN temporise. L'Allemagne refuse de s'engager, les Américains distraits par leurs problèmes internes. Vous êtes notre dernier espoir. » Silence. Lecornu ne dit rien. Pas un mot, et pour cause, il savait que la France était à genoux. La pire crise depuis mai 68, des émeutes qui paralysaient tout le pays, une économie en chute libre, et son propre gouvernement, il vacillait au bord de l'implosion. Alors comment aller défendre la Pologne quand tu n'arrives même pas à maintenir l'ordre dans tes propres rues? C'est la question. Sauf que dans ce silence, quelque chose montait. Quelque chose de plus profond, une résolution, une colère froide, glaciale, dirigée contre celui qui profitait de chaque fissure occidentale pour redessiner la carte de l'Europe à sa guise. « Monsieur le Président !» lâcha finalement Lecornu. « Donnez-moi 48 heures. La France ne laissera pas tomber la Pologne, jamais. » Et il raccrocha. Il se tourna vers la carte de l'Europe accrochée au mur. Les frontières, soudain elles paraissaient tellement fragiles, tellement précaires. Et cette nuit-là, Sébastien Lecornu prit une décision qui allait tout changer. Il n'attendrait pas que Poutine frappe. Non, il frapperait le premier. Et là, mes amis, on entre dans la phase où ça devient vraiment sérieux. Parce que les heures qui suivent, elles sont pas normales. Lecornu, il convoque ses conseillers les plus fidèles, mais attention, pas pour se défendre. Non, 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 pour attaquer. Une offensive diplomatique comme on n'en avait jamais vu. Et ce qu'il dit à son directeur de cabinet, c'est glaçant. Je veux tout sur les faiblesses de Poutine. Ses échecs militaires, ses problèmes internes, ses zones de vulnérabilité. Mot pour mot, il dit « Je veux connaître cet homme mieux qu'il ne se connaît lui-même. » Vous imaginez le niveau de détermination. Et pendant 3 jours entiers, l'équipe du Premier ministre, elle fait quoi? Elle épluche chaque analyse du FSB interceptée. Elle décortique chaque rapport de leurs espions en Russie. Elle analyse chaque petit signe de faiblesse du régime. Tout, absolument tout. Et puis le 3 septembre, il se passe un truc qui change absolument tout. Lecornu reçoit un appel. Un haut responsable du renseignement français depuis un téléphone sécurisé. Et ce qu'il lui dit, c'est énorme. « Monsieur le Premier ministre, nous avons intercepté une communication entre le Kremlin et Minsk. Poutine planifie un incident à la frontière polono-biélorusse pour justifier une intervention de protection. » Et là, la phrase qui fait froid dans le dos, c'est exactement le même scénario qu'en Ukraine. Et là, Lecornu, il sent son sang se glacer.
Parce que l'histoire, mes amis, elle est en train de se répéter. Et cette fois, c'est pas juste l'Ukraine, c'est l'OTAN qui risque d'être directement dans la ligne de mire. Cette nuit-là, le mec ne dort pas. Il arpente son bureau seul avec sa colère, avec sa détermination. Et dans sa tête, ça tourne. Il pense à tous ces Européens qui avaient cru naïvement que Poutine allait s'arrêter à l'Ukraine. Comme si un type comme ça s'arrête. Il pense à cette Europe qui a donné au monde la démocratie, les droits de l'homme, l'art de vivre, et qui se fait grignoter morceau par morceau par un autocrate nostalgique de l'URSS. Et surtout, il pense à cette France en crise. Cette France que Poutine considère probablement comme trop faible pour réagir. Et puis le matin arrive, 4 septembre. Le Cornu convoque une réunion extraordinaire du Conseil de défense. Autour de la table, Darmanin, Colonna, Le Maire. C'est plus proche. L'atmosphère, elle est électrique. Et là, il prend la parole, calmement, mais avec une détermination absolue. Mes amis, dans moins de 24 heures, je vais défier Vladimir Poutine publiquement. Je vais lui dire ces 4 vérités devant l'Europe entière, et je vais le faire au nom de la liberté. Et là, mes amis, silence de mort dans la salle. Personne ne bouge, personne ne respire. On vient d'entendre un truc qu'on n'était pas censé entendre dans une réunion ministérielle. C'est Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, qui dégaine en premier. « Sébastien, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Poutine peut nous couper le gaz. Il peut nous cyberattaquer. Il peut... » Et le Cornu. Il la coupe. D'un geste, juste un geste. Il peut quoi? Nous envahir, nous bombarder, nous menacer, plus qu'il ne le fait déjà. Sa voix monte. Elle devient tranchante. Et il lâche la phrase qui tue. La France n'a plus rien à perdre. Nous sommes déjà au fond du trou. Le seul chemin qui nous reste, c'est de nous battre. Et regardez la réaction de Bruno Le Maire. L'homme d'habitude pragmatique, calculateur, maître de lui-même, il est livide, blanc comme un linge. Il tente une dernière défense. Mais enfin, Sébastien, la diplomatie, ce n'est pas la guerre. On ne provoque pas Poutine quand on a des émeutes dans nos propres rues. Mais Le Cornu le fixe, avec une intensité qui fait tressaillir même un type comme Le Maire. Et il répond « Bruno, notre crédibilité diplomatique est morte le jour où nous avons cessé de défendre nos valeurs par peur des représailles. Je vais la ressusciter. Frisson, les gars, frisson. Le sommet européen de Bruxelles, le 5 septembre au matin. Et là, accrochez-vous parce que ce qui va se passer dans les prochaines heures, personne ne l'avait vu venir. Le Cornu monte dans l'avion. Et ses conseillers, ils le connaissent, hein? D'habitude, c'est un type qui bosse dans l'avion, qui révise ses dossiers, qui répète ses arguments, qui prépare ses punchlines diplomatiques. Sauf que là, rien. Silence total. Le mec regarde les nuages par le hublot. Il réfléchit. Ses collaborateurs se regardent un peu perdus, genre il va bien, le patron. Mais ce qu'ils ne comprennent pas encore, c'est qu'ils ne sont plus assis à côté du même homme. Dans cet avion, quelque chose est en train de changer. Le Premier ministre en difficulté, celui que tout le monde enterre depuis des semaines, est en train de muter. Il est en train de devenir un leader européen. L'atterrissage à Bruxelles. Un bordel total. Les journalistes français sont là, évidemment, et ils hurlent leurs questions comme des charognards. « Monsieur le Premier ministre, comment vous gérez la crise des blocages? Vous pensez démissionner? La France peut vraiment s'occuper de l'Europe dans son état actuel ?» Et Le Cornu ne répond pas. Rien. Pas un mot. Il sourit un sourire énigmatique, presque provocateur, et il monte dans sa voiture officielle. Parce qu'il sait que dans quelques heures, toutes ces questions vont paraître absolument dérisoires. Et maintenant, la scène qui change tout. Le sommet commence. Session sur la sécurité européenne. Exactement ce qu'il attendait. Autour de la table, les 27 dirigeants de l'UE. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent mollement. La prudence habituelle. Scholz parle de dialogue constructif avec Moscou. Macron, encore affaibli par sa défaite électorale récente, murmure des trucs sur la désescalade. Tout le monde marche sur des œufs face à Poutine. Personne n'ose rien, l'ambiance est tiède, molle, prévisible, et c'est là que Le Cornu entre en jeu. Et là, mes amis, c'est le moment où tout bascule. Un aide débarque en catastrophe dans la salle, se penche vers Charles Michel, le président du Conseil européen, et lui glisse quelque chose à l'oreille. Et vous voyez, le visage de Michel Hill devient blanc.
littéralement blanc. Il se redresse la voix tendue et lâche. « Mesdames et messieurs, nous venons de recevoir une communication officielle du Kremlin. Le président Poutine demande à s'adresser directement à notre assemblée par vidéoconférence. Il invoque l'urgence de la situation en Europe de l'Est. » Un frisson traverse toute la salle. Et je veux que vous compreniez bien le poids de ce moment. Poutine n'avait jamais demandé à parler directement aux dirigeants européens. Jamais. Donc soit c'est un piège monumental, soit c'est une escalade majeure. Il n'y a pas de troisième option. Charles Michel balaye la table du regard. Que décidons-nous? Et naturellement, tous les yeux se tournent vers les poids lourds Scholz, Macron, Mélanie. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est Lecornu qui prend la parole. Et ce qu'il dit, c'est glacial de calme. Acceptons. Il est temps d'entendre ce que M. Poutine a vraiment à nous dire. Et là, 21 minutes plus tard, l'écran géant s'illumine. Et devinez qui apparaît: Vladimir Poutine, assis dans son bureau du Kremlin avec tout le décorum de pouvoir qu'on lui connaît. Derrière lui, les drapeaux russes, les portraits des tsars, la totale, et en face, les dirigeants de l'Europe démocratique. Le contraste, franchement, il est saisissant. Messieurs les dirigeants européens, il commence avec cette voix monotone mais menaçante qu'il maîtrise si bien. Je m'adresse à vous aujourd'hui parce que certains de vos pays adoptent une attitude dangereusement agressive envers la Russie. Et son regard à travers la caméra, on dirait qu'il fixe chacun des présents un par un. Nous observons des mouvements militaires inhabituels près de nos frontières. Nous constatons une rhétorique de plus en plus hostile dans vos médias. Nous notons des décisions politiques qui mettent en péril la stabilité de notre région commune. Chaque phrase posée méthodique. Et là, il marque une pause théâtrale évidemment avant de lâcher. La Russie a toujours privilégié le dialogue et la coopération, mais nous ne tolérerons pas les provocations. Nous ne laisserons pas notre sécurité nationale être menacée par des aventures irresponsables. Chaque mot est pesé, calculé, calibré pour intimider. Monsieur Lecornu, votre pays brûle, votre économie s'effondre, votre peuple se révolte dans les rues. N'est-il pas temps de vous occuper de vos propres problèmes plutôt que de donner des leçons à des nations qui ont 2 siècles d'expérience en plus que la vôtre? Et là, silence total. Personne ne respire. Poutine vient de lâcher ça en direct devant le monde entier, en regardant droit dans la caméra. Pas un regard fuyant, pas une hésitation. Droit dans la caméra. Avant ça, il avait balayé du regard les visages tendus des dirigeants européens un par un, avant de s'arrêter pile sur celui de Lecornu. Et le ton était déjà posé. Nous sommes particulièrement préoccupés par certains discours récents émanant de Paris. Des discours qui semblent oublier que la France traverse actuellement ses propres difficultés internes. L'attaque était directe, personnelle, humiliante. Pas de détour, pas de diplomatie. Une frappe chirurgicale verbale. L'humiliation était publique, gratuite, insupportable. Mais Poutine n'avait pas fini. Loin de là. La Russie ne cherche pas le conflit, continua-t-il, mais elle ne l'évitera pas si on l'y force. Nos intérêts vitaux en Europe de l'Est ne sont pas négociables. Nos moyens de les défendre sont considérables. J'espère que nos partenaires européens sauront faire preuve de la sagesse que leur histoire devrait leur avoir enseignée. La menace à peine voilée. Et puis la conclusion, glaçante. L'Europe a le choix entre la coopération et la confrontation, entre la prospérité partagée et l'isolement mutuel. Choisissez sagement. L'écran s'éteignit. Et ce qu'il venait de se passer, c'était pas juste un discours. Le maître du Kremlin venait de défier l'Europe entière, mais surtout, d'humilier publiquement le Premier ministre français. Et là, ce qui va suivre, absolument personne ne l'avait vu venir. Sébastien Lecornu se leva, très lentement. Pas de demande de parole, pas d'autorisation du président, rien. Il se dressa, posa ses mains à plat sur la table et fixa l'écran éteint avec une intensité telle que ses collègues en frémirent. « Monsieur Poutine !» lança-t-il d'une voix claire qui résonna dans toute la salle. « Puisque vous venez de nous quitter, permettez-moi de répondre à votre allocution. » La tension à ce moment-là était absolument palpable. Charles Michel tenta d'intervenir. « Sébastien, peut-être vaudrait-il mieux. » Mais Lecornu leva la main pour le couper net. « Non, Charles. Il y a des moments où le silence devient complicité. Et ce moment-là, on l'a dépassé.
Puis il se tourna vers ses collègues européens, mais sa voix, elle portait suffisamment pour être captée par chaque micro de la salle. Et il le savait. Il savait parfaitement que ces mots allaient être retransmis, analysés, commentés aux quatre coins du monde. Il se planta devant les caméras et lâcha sans détour « Mesdames et messieurs les dirigeants européens, nous venons d'assister à un numéro que Vladimir Poutine rôde depuis 25 ans, l'intimidation déguisée en dialogue. » Silence. Pas un souffle dans la salle. Et là, il enchaîna et accrochez-vous parce que c'est du lourd. Monsieur Poutine me reproche de m'occuper des affaires européennes alors que la France connaît des troubles internes. Permettez-moi de lui rappeler quelques faits. Sa voix changea, plus grave, plus tranchante. Et ce qui suivit, c'est une rafale. Qui a envahi la Géorgie, qui a annexé la Crimée en 2014, qui a lancé une guerre totale contre l'Ukraine en 2022, qui déstabilise l'Afrique, interfère dans nos élections, assassine ses opposants sur notre sol. Chaque question, un coup de fouet. Là, on n'est plus dans la diplomatie feutrée, les formules creuses, « nous exprimons notre préoccupation ». Non, les dirigeants européens, eux, habitués aux circonvolutions et aux euphémismes, n'en revenaient pas. Ils découvraient un langage d'une brutalité absolument inédite dans cette enceinte. Monsieur Poutine parle d'expérience historique. Parfait, parlons d'histoire. Et là, Lecornu fait un pas en avant. Littéralement. Il avance et ce qu'il va faire, c'est une démolition chirurgicale. Combien de pays la France a-t-elle envahi ces 20 dernières années zéro? Combien de territoires la France a-t-elle annexé zéro? Combien d'opposants politiques français ont été empoisonnés à l'étranger zéro? 3 questions. 3 zéros. L'attaque est méthodique, implacable, chaque zéro qui tombe comme un coup de marteau. Et maintenant, parlons de la Russie de Monsieur Poutine. Combien de pays envahis 6? Combien de territoires annexés 3? Combien d'opposants assassinés? Je n'ai pas assez de temps pour tous les énumérer. Le contraste est dévastateur. Il a retourné l'arme de Poutine contre lui-même. Tu veux parler d'histoire? D'accord, on va parler d'histoire, mais la tienne. Et puis il enfonce le clou. Mais peut-être Monsieur Poutine préfère-t-il que l'on parle de politique intérieure puisqu'il semble si préoccupé par la situation française. Et Lecornu, le sourire glacial, le genre de sourire qui te dit « J'ai encore des munitions et toi tu es à découvert ». Vous parlez de stabilité, Monsieur Poutine. Mais quelle stabilité exactement? Celle d'un régime qui empoisonne ses opposants, celle d'une économie qui tient debout uniquement grâce aux hydrocarbures, celle d'un pays où l'espérance de vie masculine est inférieure à celle du Bangladesh. Et là, il se pencha légèrement vers l'avant, le regard planté droit dans celui de Poutine. « Dites-moi, Monsieur Poutine, quand avez-vous autorisé pour la dernière fois une manifestation d'opposition à Moscou? Quand un journaliste russe a-t-il pu critiquer votre politique sans en subir les conséquences? Votre peuple a-t-il seulement pu choisir librement ses dirigeants? » Les questions fusaient, l'une après l'autre, chacune plus embarrassante que la précédente. Parce que oui, la France traverse une crise, personne ne le nie. Mais c'est une crise démocratique. Une crise où le peuple descend dans la rue et exprime sa colère librement. Une crise où les médias critiquent le gouvernement sans craindre d'être fermés. Une crise où l'opposition s'exprime sans finir derrière les barreaux. Et ça, Monsieur Poutine, c'est quelque chose que vous ne pourrez jamais comprendre. Les statistiques, elles tombaient comme des couperets, bam, 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 les unes après les autres. Et c'est là que Lecornu, il a posé la question. Celle qui allait littéralement changer le cours de l'histoire moderne. Il a regardé Poutine droit dans les yeux et il a lâché « Monsieur Poutine, savez-vous ce qui différencie un dirigeant démocratique d'un autocrate? Un dirigeant démocratique accepte la critique et en tire des leçons. Un autocrate menace ceux qui osent la formuler. Alors dites-nous de quelle catégorie relevez-vous? » Et là, le silence. Un silence assourdissant. Même les interprètes, les mecs dont le boulot c'est littéralement de parler, même eux avaient cessé de chuchoter. Vous réalisez ce qui venait de se passer? Lecornu venait de traiter publiquement Poutine d'autocrate, devant tous les dirigeants européens, devant toutes les caméras du monde, du jamais vu. Et comme si ça suffisait pas, il a enchaîné avec un calme olympien. « Mais je n'ai pas terminé.
Vous nous menacez de conséquences si on ose défendre nos valeurs et nos alliés. Très bien. Mais permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire sur ce que VOS Actions ont coûté à la Russie elle-même. Et là, il sort une feuille de son dossier, tranquillement. Depuis votre agression contre l'Ukraine, votre PIB a dégringolé de 15%. Votre monnaie s'est effondrée, 300 000 jeunes Russes ont fui le pays, et vous êtes devenu le dirigeant le plus isolé de la planète. Les chiffres tombent comme des uppercuts un par un. Vos seuls alliés des régimes parias, l'Iran, la Corée du Nord, vos oligarques au planquent leur fortune en Occident. Vos propres enfants étudient dans NOS Université. Alors dites-moi, monsieur Poutine, qui a vraiment gagné dans cette confrontation? Et Le Cornu fait une pause, il ne rajoute rien, il laisse juste le silence faire le travail. Vous nous accusez de provocation dangereuse. Il marqua une pause, le regard planté droit dans l'objectif. Parfait. Alors parlons-en de la provocation. La vraie. Sa voix grimpa d'un cran, chaque mot claquant comme une gifle. Menacer des nations souveraines. Utiliser le gaz comme une arme pour mettre l'Europe à genoux. Saboter des gazoducs au fond de la mer. Arracher des enfants ukrainiens à leurs familles. Pilonner des hôpitaux. Ça, monsieur Poutine, ça c'est de la provocation. Le Cornu se redressa mâchoire serrée comme un homme qui sait exactement le poids de ce qu'il s'apprête à dire. Et maintenant, je vais vous dire très clairement ce que la France compte faire. L'Assemblée entière semblait avoir cessé de respirer. Nous continuerons à soutenir l'Ukraine, pas à moitié, jusqu'à sa victoire complète. Nous renforcerons notre présence militaire à l'Est. Nous durcirons les sanctions contre votre régime, contre tous ceux qui le financent, qui le couvrent, qui le soutiennent. Il laissa un silence s'installer, puis lâcha avec un sourire tranchant. Et si vous imaginez une seule seconde que la crise intérieure française nous rend vulnérables, vous commettez une erreur monumentale. Elle nous révèle à nous-mêmes. Elle nous rappelle que la liberté a un prix et que ce prix, on est prêt à le payer. Alors que votre peuple, monsieur Poutine, lui, il n'a même pas le droit de savoir combien ça coûte. Et là, il pose sa dernière pause, la pause avant le coup fatal. Vous voulez connaître la vraie différence entre la France et la Russie, monsieur Poutine? Quand le peuple manifeste en France, le gouvernement écoute. Quand le peuple manifeste en Russie, le gouvernement emprisonne. Quand un dirigeant échoue en France, il démissionne. Quand un dirigeant échoue en Russie, il réécrit la Constitution pour ne jamais partir. Et là, mes amis, le coup de grâce, le moment où tout bascule. Le Cornu regarde Poutine droit dans les yeux et il lâche. Au fait, monsieur Poutine, avez-vous prévu de modifier encore la Constitution russe pour pouvoir rester président à vie? Ou avez-vous enfin trouvé le courage de laisser votre peuple choisir librement son avenir? Silence. Silence total dans la salle. Les gens sont en état de choc. Personne ne respire. Parce que ce qu'il vient de faire, c'est pas juste répondre aux menaces de Poutine, non, non, non. Il vient de l'attaquer frontalement sur sa légitimité, sur sa politique intérieure, sur sa nature dictatoriale, un séisme diplomatique, rien de moins, et il ne s'arrête pas là. Il se tourne vers ses collègues européens et il conclut « Mesdames et messieurs les dirigeants européens, nous avons le choix. Soit nous continuons à avoir peur de M. Poutine et nous laissons détruire l'Europe démocratique pièce par pièce, soit nous lui rappelons que l'Europe, c'est 450 millions d'habitants libres, une économie 10 fois supérieure à la sienne et des valeurs qui ont traversé les siècles. » Une dernière fois, il fixa la caméra, celle qui retransmettait en direct vers Moscou. « Monsieur Poutine, votre règne touche à sa fin. Pas parce que nous le décidons, mais parce que l'histoire le décide. Les dictatures finissent toujours par s'effondrer sous le poids de leurs propres mensonges. La seule question, c'est de savoir si vous partirez dans la dignité ou dans le chaos. Et là, le Cornu pose ça. Comme ça, calmement. Pas un cri, pas un éclat de voix, juste une vérité balancée en pleine face de tout le monde. Et le silence qui suit, ce silence-là, il dure une éternité. Personne ne bouge. Personne ne respire. Et puis lentement, un par un, ils se lèvent. Scholz, Meloni, Sanchez, tous, sans exception. Les 27 dirigeants de l'Union européenne debout,
en train d'applaudir un homme qui vient littéralement de défier Vladimir Poutine en face. Jamais, et je dis bien jamais, dans toute l'histoire de l'UE, on avait vu ça. Et là, ce qui s'est passé dans l'heure qui a suivi, personne, absolument personne ne l'avait vu venir. En Russie, la retransmission a été coupée net. Terminé. Écran noir, les médias d'État ont essayé de faire leur truc habituel. C'est une provocation occidentale, rien de nouveau. Sauf que cette fois, ça n'a pas marché. Parce que les réseaux sociaux russes, eux, ont littéralement explosé. Et pas dans le sens qu'on aurait cru. Pour la première fois depuis des années, on voyait des messages de soutien massifs. Des internautes à Moscou qui écrivaient « Enfin un dirigeant occidental qui ose dire la vérité à Poutine ». Des jeunes à Saint-Pétersbourg qui commentaient « Ce Français a plus de courage que tous nos opposants réunis ». Vous réalisez ce que ça veut dire en pleine Russie, des gens prenaient le risque de poster ça publiquement. Et pendant ce temps-là, au Kremlin, c'était le chaos absolu. Poutine, d'après des sources diplomatiques, était dans une fureur totale. Il avait convoqué en urgence le Conseil de sécurité russe, il hurlait littéralement contre l'insolence des Français, il exigeait des représailles immédiates. Sauf que là, pour la première fois, ses propres conseillers ont osé le contredire. L'un d'eux aurait même lâché « Vladimir Vladimirovitch, peut-être qu'on devrait éviter d'escalader davantage. Cette confrontation, elle ne nous fait pas honneur en Europe. » Et là, l'effet fut immédiat et spectaculaire. Toutes ces chancelleries qui, quelques heures plus tôt, critiquaient la France pour son instabilité interne, eh bien, elles découvraient qu'elles avaient enfin un leader capable de tenir tête à Poutine. Les appels affluaient vers Paris. Berlin voulait coordonner une réponse européenne commune. Rome proposait un axe franco-italien anti-russe. Et Londres, oui Londres, malgré le Brexit, cherchait un rapprochement avec cette France qui osait défier Moscou. Mais le plus fort dans tout ça, c'est qu'en France même, l'onde de choc fut la plus violente. Et là, mes amis, retournement de situation totale. Les manifestations terminées, du jour au lendemain, finies. Les mêmes personnes qui, quelques heures avant, hurlaient dans les rues pour exiger la démission de Lecornu, eh bien, ces mêmes personnes se retrouvaient à le défendre dans les cafés. Au moins, on a un chef qui ne se laisse pas faire par Poutine. C'est ce qu'on entendait à Paris. À Marseille, on disait « Il a eu le courage de dire ses vérités au dictateur russe ». L'opinion publique avait basculé d'un coup. Et les médias, pareil. Les médias français qui passaient leur temps à démolir Lecornu ont dû complètement changer de ton. Le Figaro titrait « Lecornu redonne sa fierté à la France ». Libération analysait « Quand la crise révèle un leader », et même l'Humanité, oui l'Humanité, reconnaissait enfin un dirigeant français qui refuse de courber l'échine devant un tyran. C'est quand même dingue quand on y pense. Mais le truc le plus dingue, c'est pas à Moscou que ça s'est passé. C'est à l'Assemblée nationale. Ouais, vous avez bien entendu. Les députés, là, ceux qui étaient littéralement à deux doigts de voter une motion de censure contre Lecornu, ils ont tout suspendu. Tout. On appuie sur pause. Et attendez, parce que c'est là que ça devient surréaliste. Marine Le Pen. Oui, Marine Le Pen, elle sort. On ne tire pas sur un homme qui vient de défendre l'honneur de la France. Et Mélenchon, de l'autre côté de l'hémicycle, il rajoute « Pour une fois, nous avons un Premier ministre qui ne s'aplatit pas devant un dictateur. » Le Pen et Mélenchon d'accord sur quelque chose. Je répète, Le Pen et Mélenchon. Sur la même ligne. Vous réalisez à quel point c'est historique? Et cette union sacrée, elle a donné à Lecornu un truc qu'aucun dirigeant français n'avait eu depuis De Gaulle, une vraie marge de manœuvre. Les sondages, le matin, il était à 25% d'opinion favorable. Le soir même, 74%. De 25 à 74 en une journée. La France venait de redécouvrir ce que c'est la fierté nationale. Alors là, accrochez-vous parce que ce qui se passe après, c'est du jamais vu. Moscou, évidemment, ne va pas rester les bras croisés. Dans les jours suivants, le Kremlin sort l'artillerie lourde, cyberattaque massive contre les infrastructures françaises, campagne de désinformation à grande échelle, pression économique. Bref, tout l'arsenal habituel, sauf que cette fois, rien ne fonctionne. Absolument rien. Pourquoi? Parce que Lecornu a frappé là où ça fait le plus mal la légitimité de Poutine. Et ça, mes amis, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas réparer avec des hackers ou des trolls sur Internet. Pour la première fois depuis qu'il règne sur la Russie Poutine,
se retrouve publiquement ridiculisé par un dirigeant occidental. Et cette humiliation, elle ne reste pas à Bruxelles, elle traverse les frontières, elle pénètre en Russie même. Et là, le 15 septembre, soit 10 jours seulement après la confrontation de Bruxelles, l'impensable se produit. Une manifestation éclate, pas à Paris, pas à Berlin, à Moscou. Quelques centaines de jeunes Russes en pleine connaissance du risque bravent la répression pour descendre dans la rue et scander 2 phrases qui résument tout « Merci la France » et « Poutine, démission ». Vous réalisez la portée de ce moment des Russes à Moscou, remerciant la France et demandant le départ de leur propre président. La police a frappé fort, vraiment fort. Sauf que voilà les images, elles ont traversé les frontières. Le monde entier a vu ce qui s'est passé. Et du jour au lendemain, le Premier ministre français est devenu une icône pour l'opposition russe. Rien que ça. Cette manif, c'était la goutte de trop pour le Kremlin. Et Poutine, d'après des sources diplomatiques occidentales, il a complètement vrillé. Paranoïa totale. Il a viré des conseillers, dégagé des généraux, restructuré ses services de sécurité de fond en comble. L'homme qui faisait trembler l'Occident depuis 25 ans venait de découvrir un sentiment qu'il ne connaissait pas, la peur. Et là, mes amis, on entre dans l'après-Bruxelles. Et franchement, c'est un tsunami diplomatique. En un seul mois, le monde entier a basculé, l'OTAN galvanisée par ce que la France venait de faire, a déployé massivement ses forces en Europe de l'Est. L'Union européenne, elle a voté des sanctions contre la Russie, avec une majorité historique du jamais vu. Les pays africains, ceux qui hésitaient encore entre Moscou et le reste du monde, ont commencé à lâcher le Kremlin. Mais le plus dingue, c'est l'effet domino politique. Zelensky citait l'esprit de Bruxelles dans chacun de ses discours. Le Premier ministre polonais parlait ouvertement de courage français. Et attention, même en Asie, le Japon et la Corée du Sud évoquaient la méthode Lucornu pour tenir tête à la Chine et à la Corée du Nord. La France, en un sommet, a littéralement redessiné l'échiquier mondial. Alors là, faut bien comprendre un truc à ce stade, Poutine, c'est l'homme le plus seul au monde. Ses alliés, l'Iran, la Corée du Nord, la Biélorussie, autant dire le banc des remplaçants de la géopolitique. Et même eux commencent à lâcher l'affaire. Loukachenko lui-même, d'après les services de renseignement occidentaux, aurait commencé à se demander si son protecteur russe était vraiment aussi solide qu'il en avait l'air. Le mec qui, quelques mois plus tôt, dictait encore ses conditions à toute l'Europe, il découvre que son empire, en fait, c'est du carton. Et le 1er novembre 2025, pile 2 mois après sa confrontation avec l'écornu Poutine, commet une erreur fatale. Alors là, accrochez-vous bien, Poutine passe à la télé en mode discours officiel et qu'est-ce qu'il fait? Il traite le Premier ministre français d'ennemi de la Russie. Carrément. Et il ajoute texto que les provocateurs français allaient payer le prix de leur insolence. Genre, il menace ouvertement la France devant le monde entier. Sauf que, et c'est là que c'est beau, ça produit exactement l'effet inverse. Au lieu d'isoler Paris, cette menace soude toute l'Europe autour de la France. L'Union européenne vote dans la foulée des sanctions d'une ampleur jamais vue. Et attention, c'est pas juste des sanctions classiques, non. Pour la première fois de l'histoire, l'UE cible Poutine personnellement. Ses avoirs européens gelés, le territoire européen interdit d'accès. Et comme si ça suffisait pas, l'OTAN active l'article 5 à titre préventif en considérant que menacer la France, c'est menacer l'alliance entière. En gros, Poutine a voulu faire peur et il a uni tout le continent contre lui. Mais là où Poutine ne s'y attendait vraiment pas, c'est que le coup le plus brutal, il est venu de l'intérieur. Le 15 novembre, plusieurs oligarques russes ont balancé une lettre ouverte, et pas n'importe laquelle. Ils critiquaient ouvertement l'isolement grandissant de la Russie et réclamaient un dialogue constructif avec l'Occident. Alors ça, c'était du jamais vu. Depuis que Poutine est au pouvoir, jamais l'élite économique russe n'avait osé le critiquer publiquement. Et comme vous pouvez l'imaginer, la réponse du Kremlin ne s'est pas fait attendre une purge. Décembre 2025. 3 mois après sa confrontation avec l'écornu, regardez bien les photos officielles de Poutine. Regardez-les attentivement. Un homme vieilli, les traits tirés, méconnaissables. Ses apparitions publiques, elles se raréfiaient, ses discours autrefois menaçants assuraient ceux qui faisaient trembler des capitales entières. Il sonnait désormais creux, désespéré, et pourtant en coulisses, il avait tout essayé.
Une dizaine de hauts responsables limogés, plusieurs oligarques arrêtés, ses services entièrement réorganisés. Mais ces mesures répressives, au lieu de restaurer l'ordre, n'avaient fait qu'accentuer son isolement. L'homme qui avait bâti tout son pouvoir sur la peur découvrait une vérité brutale. La peur, quand elle change de camp, devient un poison mortel. Et c'est dans ce contexte d'effondrement que survint l'événement qui acheva définitivement son prestige international. Le 20 décembre 2025 sommet de l'OTSC à Astana, Poutine tenta une toute dernière fois de restaurer son autorité devant ses alliés traditionnels. Il prononça un discours virulent contre l'arrogance occidentale, contre les provocations françaises, espérant rallier le Kazakhstan, l'Arménie, les autres membres. Une dernière carte jouée devant un public qui déjà ne le regardait plus de la même façon. Et là, mes amis, c'est le moment où tout bascule. Parce que l'impensable, l'absolument impensable se produisit sous les yeux du monde entier. Nikol Pachinian, le premier ministre arménien, interrompit Poutine publiquement, en pleine session officielle. Il lui dit texto « Vladimir Vladimirovitch, avec tout le respect que je vous dois, peut-être devrions-nous écouter ce que dit ce Français. Peut-être a-t-il raison sur certains points. Vous réalisez ce qui vient de se passer. Un dirigeant de l'OTSC, l'alliance militaire que Moscou contrôle, ose contredire le maître du Kremlin, devant les caméras, devant tout le monde. Et ce n'est pas fini. Le président kazakh Tokayev enchaîna « L'isolement de la Russie nous isole tous. Nous devons réfléchir à notre avenir. » Un par un, les alliés traditionnels de Moscou commencèrent à exprimer leurs doutes. Un par un, ils lâchèrent le tsar. Et Poutine, il quitta la salle, avant la fin de la session. Les images de sa sortie précipitée, le visage complètement fermé, firent le tour du monde en quelques heures. Le tsar de toutes les Russies fuyait ses propres alliés. Pendant ce temps, Le Cornu, lui, il consolidait tranquillement sa position de nouveau leader de l'Europe libre. Et le 31 décembre 2025, dans son discours de fin d'année, il a sorti un bilan que personne, absolument personne, n'aurait imaginé 4 mois plus tôt. Écoutez bien ce qu'il dit. « Mes chers compatriotes, en septembre dernier, la France était au bord du gouffre. Aujourd'hui, nous guidons l'Europe vers la liberté. En septembre, on nous menaçait. Aujourd'hui, on nous respecte. » Et il conclut avec ces mots, et franchement, ça donne des frissons. À Bruxelles, face aux menaces de M. Poutine, je n'ai fait qu'une chose, rappeler que la France ne s'agenouille devant personne. 6 minutes ont suffi pour que le monde s'en souvienne, et certains au Kremlin commencent enfin à comprendre que les temps ont changé. 6 minutes. 6, et voilà l'année 2026 s'ouvrait sur un monde complètement transformé. La Russie de Poutine, jadis cette puissance redoutée par tout le monde, était devenue un paria isolé. Et là, mes amis, ce qui se passe ensuite, c'est le genre de truc qu'on n'ose même pas écrire dans un film. Parce que l'Europe, oui, cette même Europe qu'on disait molle divisée, incapable, elle se relève. Guidée par la France de Le Cornu, elle retrouve sa fierté, sa cohésion. Ça, c'est déjà énorme. Mais attendez, dans les rues de Moscou. Oui, de Moscou, des jeunes Russes commencent à scander malgré la répression, malgré le risque « Merci Le Cornu, merci la France ». Vous mesurez ce que ça veut dire des citoyens russes en pleine dictature qui remercient un dirigeant français. C'est surréaliste. Et puis arrive le 15 mars 2026, 6 mois jour pour jour après la confrontation de Bruxelles. Et là, l'impossible se produit. Alexeï Navalny, depuis sa prison, depuis l'enfer, fait passer un message. Ce message est lu lors d'une manifestation clandestine à Saint-Pétersbourg, et voilà ce qu'il dit. « Ce Français nous a montré qu'on pouvait regarder Poutine dans les yeux et lui dire non. Il nous a rendu l'espoir. Il nous a rappelé que les tyrans ne sont forts que tant qu'on les croit invincibles. » Ces mots ont traversé toute la Russie, malgré la censure, malgré tout. Et ils ont achevé de faire ce que personne ne croyait possible, délégitimer Poutine aux yeux de son propre peuple. Et là, on arrive au 9 mai 2026. Le 9 mai, pour ceux qui ne savent pas, c'est la date en Russie. La fête de la victoire, le grand défilé militaire sur la place rouge. Chaque année, Poutine sort le grand jeu, les tanks, les missiles, les soldats au pas, tout ça pour dire au monde entier « Regardez-moi, je suis puissant ».
Sauf que cette année-là, personne n'est venu. Personne. Pour la première fois depuis 1991, depuis la chute de l'URSS, aucun dirigeant étranger n'a fait le déplacement à Moscou. Même les alliés historiques de la Russie ont dit « Non merci, on passe notre tour ». L'homme qui avait terrorisé l'Europe pendant 25 ans découvrait enfin ce que c'est la vraie peur, c'est pas les bombes, c'est pas les menaces, c'est de voir ton autorité s'effondrer lentement sous le poids de la vérité. Et pendant ce temps-là, à Paris, Le Cornu organisait une cérémonie d'hommage aux victimes du totalitarisme avec les dirigeants européens et des représentants de l'opposition russe en exil. Le timing était chirurgical, le message était limpide. Et là, franchement, c'est le genre d'images qui n'ont même pas besoin de commentaires. D'un côté, t'as Poutine seul sur sa tribune, place rouge des gradins à moitié vide. Le mec célèbre tout seul ses délires de grandeur. De l'autre, Le Cornu à Paris entouré d'une foule en délire qui scande « Liberté pour la Russie ». Le contraste, il est violent. Le monde a choisi son camp et c'est pas celui de Moscou. Et l'été 2026, c'est le clou du spectacle. Sommet du G7 au Canada, Le Cornu débarque et on l'accueille littéralement comme un héros. Biden le qualifie de conscience morale de l'Occident. Trudeau parle de courage exemplaire. Et même le Premier ministre japonais, lui qui d'habitude reste très mesuré, il évoque l'inspiration française face aux menaces chinoises. Même lui, vous mesurez le truc. Alors là, on entre dans la phase finale. Poutine. Plus personne ne veut de lui. Mais genre personne. Ces deux derniers potres sur la scène internationale, l'Iran et la Corée du Nord, commencent eux-mêmes à le ghoster. L'ayatollah Khamenei annule une visite prévue à Moscou. Kim Jong-un repousse un sommet bilatéral. Indéfiniment. L'isolement est total, définitif, irréversible. Et là, en août 2026, presque un an après le face-à-face de Bruxelles, il y a un événement qui vient mettre le point final à toute cette histoire. L'opposition russe en exil organise un congrès de la Russie libre à Paris. Vous réalisez, pour la première fois depuis la révolution de 1917, des Russes se réunissent librement en terre française pour imaginer l'avenir démocratique de leur pays. Et devinez qui ouvre le congrès Le Cornu, avec un discours historique. Et là, accrochez-vous parce que ce qui suit, c'est du lourd. Le Premier ministre monte à la tribune et lâche un discours qui va faire trembler le Kremlin. Il s'adresse directement aux représentants de la Russie, pas celle de Poutine, non celle de Pouchkine, de Tolstoï, de Sakharov, de Solzhenitsyn, la vraie Russie, et il leur dit, texto, « La France vous accueille comme elle a toujours accueilli ceux qui luttent pour la liberté. » Là déjà, c'est une gifle diplomatique monumentale. Mais il va plus loin. Il regarde la caméra Enfin le Monde et il déclare « Votre tyran croit que la peur peut durer éternellement. Il se trompe. Les dictatures en finissent toujours par s'effondrer. La seule question, c'est quand. » Et devinez quoi? Ces mots, malgré la censure, malgré la répression, ils ont traversé les frontières. Sur les réseaux sociaux russes, les gens partageaient des extraits de ce discours en cachette. Le Premier ministre français était devenu, sans le vouloir, l'espoir secret de millions de Russes opprimés. Et puis l'automne 2026 arrive et là, les premiers signes de l'effondrement du régime apparaissent. En septembre, des manifestations éclatent simultanément dans 20 villes russes, 20 en même temps. Pour la toute première fois, ce que les manifestants exigeaient, ce n'était plus de simples réformes. Non, c'était la chute du régime. Pur et simple. Et sur leur banderole, attention, c'est écrit en français, on pouvait lire « Merci Le Cornu, vive la France libre ». La répression brutale, mais totalement inefficace, parce que les images de violences policières, elles se sont retrouvées partout sur les réseaux sociaux. Et chaque vidéo partagée n'a fait qu'amplifier la colère. Poutine, lui, qui avait construit tout son pouvoir sur le contrôle de l'information, était en train de réaliser une chose à l'ère d'Internet, aucune censure ne tient. Aucune. Le 5 octobre 2026, soit exactement 13 mois après sa confrontation avec Le Cornu Poutine, commis ce qui restera comme son erreur fatale. Lors d'un discours télévisé, il qualifia les manifestants russes de agents français et accusa directement Le Cornu de fomenter une révolution colorée en Russie. Cette accusation délirante, elle acheva de le ridiculiser aux yeux du monde entier.
Mais attendez la réponse de Lecornu, elle fut d'une élégance absolument meurtrière. Conférence de presse à Matignon. Il déclare très calmement « Monsieur Poutine me fait trop d'honneur. Je ne fomente rien en Russie. Je me contente de dire la vérité sur son régime. Si cette vérité provoque des révolutions, c'est que sa dictature était plus fragile qu'il ne le pensait. » Boum! C'est tout. Pas de colère, pas de surenchère, juste une phrase chirurgicale. Et cette réponse fut relayée dans le monde entier. Elle porta le coup de grâce au prestige de Poutine. Réaliser ce qui venait de se passer, un dirigeant français de 39 ans venait de ridiculiser publiquement l'homme qui terrorisait le monde depuis un quart de siècle. L'inversion des rapports de force, elle était totale. Alors là, accrochez-vous bien parce que ce qu'on va voir maintenant, c'est la chute, la vraie chute. Novembre 2026, le régime de Poutine commence à se fissurer de toutes parts. Des oligarques fuient la Russie. Des généraux en douce demandent leur mutation. Et des membres du gouvernement russe. Ils font passer des messages à l'Occident. Ils préparent l'après-Poutine. C'est terminé. Tout le monde le sait. Plus personne ne veut couler avec le navire. Et le 7 novembre, devinez quel jour, c'est l'anniversaire de la révolution bolchevique. L'ironie est tellement parfaite qu'on croirait que c'est un scénario de film. Parce que ce jour-là, une nouvelle révolution commence en Russie. Sauf que cette fois, c'est une révolution démocratique, inspirée par l'exemple français, portée par des mots qui ont fait le tour du monde. Et en décembre 2026, 15 mois après avoir défié Poutine à Bruxelles, cet homme est devenu la figure la plus respectée de la planète. Time Magazine le désigne homme de l'année pour la 2e fois. Le prix Nobel de la paix lui est décerné pour avoir redonné courage au peuple opprimé et montré que la vérité peut vaincre la tyrannie. C'est pas un film, c'est l'histoire avec un grand H. Alors là, on arrive à un moment absolument historique, Oslo. La cérémonie du prix Nobel, et Lecornu monte sur scène pour prononcer des mots que franchement personne n'oubliera jamais. Il dit « En septembre 2025 à Bruxelles, je pensais simplement défendre la Pologne contre les menaces russes. Je ne savais pas que 6 minutes de courage allaient ébranler un empire de peur bâti pendant 25 ans. Aujourd'hui, je dédie ce prix à tous ceux qui, en Russie, en Chine, en Iran, partout dans le monde, ont le courage de dire non aux tyrans. 6 minutes, c'est tout ce qu'il aura fallu pour faire trembler un système entier. Et pendant que Lecornu recevait les applaudissements du monde entier, devinez ce que faisait Poutine. Son premier Noël depuis 1999, depuis 1999 sans recevoir un seul message de félicitations d'un dirigeant étranger. Pas un. Zéro. L'homme qui rêvait de restaurer l'Empire russe se retrouvait seul, enfermé dans son bunker du Kremlin, face à l'étendue totale de sa solitude. Et ça, c'est peut-être la chute la plus brutale de toute cette histoire. Le 31 décembre 2026, dernier jour de l'année, et Lecornu monte à la tribune pour son discours du Nouvel An. Sauf que ce soir-là, c'est pas un discours classique, c'est un bilan. Un bilan que personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer 15 mois plus tôt. Mes chers compatriotes, il y a 1 an et demi, la France doutait d'elle-même et le monde tremblait devant les tyrans. Aujourd'hui, nous guidons le combat pour la liberté et les dictateurs tremblent devant la vérité. Et là, il lâche sa phrase de conclusion. Et franchement, elle résume tout le parcours, toute la transformation, tout ce qu'on vient de vivre ensemble. Nous avons appris que face aux menaces, il n'y a qu'une réponse digne, regarder la tyrannie dans les yeux et lui dire qu'elle n'aura pas le dernier mot. 6 minutes ont suffi pour changer le monde et le monde ne sera plus jamais le même. 6 minutes pour tout changer et le monde ne sera plus jamais le même. Point final. Et voilà comment on termine cette histoire. La prophétie était en train de se réaliser et le monde entier regardait l'histoire s'écrire en français. 6 minutes. 6 petites minutes de courage un jour de septembre à Bruxelles. C'est tout ce qu'il avait fallu. Sébastien Lecornu avait regardé Vladimir Poutine droit dans les yeux et lui avait lâché « Monsieur Poutine, votre règne touche à sa fin ». Et en 2027, c'était devenu une réalité. Vladimir Poutine, jadis maître du Kremlin, jadis terreur de l'Occident, n'était plus qu'un dictateur vieillissant et isolé, hanté par les mots d'un Français qui avait eu le courage de lui dire ses vérités en face.
Et l'écornu lui était entré dans l'histoire comme l'homme qui avait libéré l'Europe de la peur et redonné espoir aux peuples opprimés. 6 minutes, et tout avait changé. Et tout avait changé. Et tout avait changé. Et tout avait changé.